Nous étions amis, depuis 20 ans. André était mon meilleur ami, depuis l'université, mon témoin de mariage, et le parrain de notre fils. Lorsqu'il nous a invités à célébrer son anniversaire, dans sa maison de campagne, je n'ai même pas hésité. Marine a mis cette fameuse robe rouge, celle que je lui avais offerte, pour notre anniversaire de mariage. Elle était magnifique, et j'étais si fier d'elle. Le trajet, jusqu'à son domaine, a duré 2 heures. Pendant tout le voyage, Marine n'a cessé de parler, de son travail, de nos projets pour le week-end, et du fait que cela faisait longtemps, que nous n'avions pas vu André. Je l'écoutais d'une oreille distraite, profitant de la douce soirée printanière, et de la joie d'anticiper ses retrouvailles, avec de vieux amis. André a toujours su organiser des fêtes grandioses, avec beaucoup de goût, de sorte que chacun se sente privilégié. À notre arrivée, le domaine était déjà rempli de voitures. La maison brillait, de 1000 feux. Des fenêtres ouvertes, s'échappaient de la musique et des éclats de rire. André nous a accueillis à l'entrée, les bras grands ouverts. Il m'a serré dans ses bras, comme un frère, en me tapant dans le dos, puis il s'est tourné vers Marine. J'ai remarqué la façon dont son regard s'est attardé sur sa robe, sur la courbe de son cou, sur son sourire. Mais à ce moment-là, j'ai mis cela sur le compte d'une simple admiration masculine, pour une belle femme. Nous étions tous amis, après tout. À l'intérieur, il y avait une 50aine de personnes, des collègues d'André, d'anciens camarades d'université, des voisins, et quelques personnalités locales. Des serveurs circulaient, proposant du champagne et des petits fours. Dans le coin de l'immense salle, se dressait une petite scène, équipée de micros. André avait prévu des discours, des animations, des toasts. Il adorait être le centre de l'attention, et aujourd'hui, c'était son grand jour. Les 2 premières heures se sont déroulées à merveille. Je discutais avec de vieilles connaissances, que je n'avais pas vues depuis des années, partageant les nouvelles, et plaisantant. Marine restait à mes côtés, me tenait la main, et riait aux anecdotes des autres. Nous avions l'air du couple idéal, comme nous l'avions été, tout au long de ces 10 années de mariage. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Vers 10 heures du soir, André est monté sur scène. La musique s'est tue, et tous les invités se sont tournés vers lui. Il a pris le micro, affichant son habituel sourire charmeur, a remercié tout le monde pour leur présence, a fait une blague sur son âge, puis a porté un toast à la santé de tous. Tout le monde a applaudi, et c'est alors qu'il a déclaré. J'ai une surprise très spéciale, pour nous tous. Vous savez, il y a des gens, qui rendent notre vie plus belle, par leur simple présence. Des personnes, pour lesquelles on a envie de devenir meilleur. J'ai cru qu'il parlait de moi. Nous étions les meilleurs amis du monde. Je me préparais déjà à sourire, avec une modeste gêne, quand il a prononcé. Marine, viens me rejoindre ici, ne sois pas timide. Elle a tressailli, juste à côté de moi. J'ai senti ses doigts se resserrer autour de ma main. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle murmuré. Mais les invités commençaient déjà à se retourner, la cherchant du regard, dans la foule. Certains riaient, d'autres l'acclamaient. André se tenait sur la scène, la main tendue. Ses yeux brillaient, sous la lumière des projecteurs. Vas-y, allons voir ce qu'il a inventé, lui ai-je dit, en relâchant sa main. Elle s'est avancée vers la scène, d'un pas hésitant, jetant un regard par-dessus son épaule, vers moi. Je lui ai souri, pour l'encourager. Ce n'était qu'un jeu, une animation, quelque chose d'amusant, pour distraire les convives. C'est ce que je pensais. Elle a monté les marches, et André l'a immédiatement attrapée par la taille. Un geste trop familier, beaucoup trop assuré. Sa main s'est posée, sur la courbe de sa hanche. Ses doigts se sont étalés, sur le tissu de la robe rouge. Les invités ont sifflé. Marine a ri nerveusement, essayant de se reculer, mais il la tenait fermement. Vous savez ce que j'ai envie de dire, a-t-il continué, sans la lâcher. Parfois, on rencontre une femme dans la vie, et on comprend, voilà, c'est elle, c'est exactement celle, que j'ai toujours cherchée. Sa voix tremblait, d'une intimité étrange et dérangeante. La foule a fait silence, sentant que quelque chose d'inattendu était en train de se produire. Et puis, il l'a tournée vers lui, et l'a embrassée. Pas sur la joue, pas de manière théâtrale pour faire rire. Il l'a embrassée sur les lèvres, lentement,
profondément, avec passion. Sa main a glissé, vers la nuque de Marine. Ses doigts se sont emmêlés, dans ses cheveux bruns. J'ai vu le corps de ma femme se raidir, l'espace d'une seconde, puis j'ai vu ses mains se lever, pour se poser sur la poitrine d'André. J'attendais qu'elle le repousse, qu'elle le frappe, qu'elle crie. Mais elle ne l'a pas repoussé. Au lieu de cela, ses doigts ont agrippé le tissu de sa chemise, non pas pour l'éloigner, mais pour l'attirer vers elle. Ses yeux se sont fermés. Ce baiser a duré une éternité. Peut-être 5 secondes, peut-être 10. Je ne sais pas. Le temps s'était arrêté. La salle a explosé de sifflements, de cris, et d'applaudissements. Certains criaient de joie, d'autres riaient. Ils ne comprenaient pas, ou peut-être, comprenaient-ils un peu trop bien. Quand ils ont enfin séparé leurs lèvres, Marine se tenait là, le visage rouge, respirant difficilement, son rouge à lèvres étalé. André a lentement tourné la tête, et m'a regardé à travers la foule, droit dans les yeux. Et il a souri. Ce n'était pas le sourire d'excuse d'un ami, qui serait allé trop loin dans sa plaisanterie. C'était le sourire d'un vainqueur, de celui qui rafle le premier prix. Le sourire d'un propriétaire. À cet instant précis, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Les regards fortuits, que j'avais remarqués ces derniers mois, le fait que Marine rentrait de plus en plus tard du travail, et cette façon qu'avait André de toujours trouver un prétexte, pour passer chez nous quand je n'y étais pas. Son nouveau parfum à elle, les cadeaux sans raison qu'il lui offrait. Tout formait désormais, une mosaïque écœurante de trahison. Les invités me regardaient, attendant ma réaction. J'ai levé ma coupe de champagne, et je me suis joint aux applaudissements. J'ai souri largement, de manière très amicale. André a toujours adoré les surprises, ai-je crié. Et tout le monde a ri. La tension est retombée. Marine est descendue rapidement de la scène. Ses yeux me cherchaient dans la foule, remplis d'un mélange d'émotions, de la peur, de la culpabilité, du soulagement. Je me suis retourné, et je suis sorti sur la terrasse, sous prétexte d'aller fumer. Mes mains tremblaient tellement fort, que j'ai eu du mal à sortir le téléphone de ma poche. J'ai composé le numéro de mon avocat, celui qui gérait les affaires de notre entreprise. Il a décroché, après la 3e sonnerie. Maxime, c'est urgent, ai-je dit, en regardant les étoiles briller, au-dessus de cette maison étrangère. J'ai besoin de tout savoir sur André. Absolument tout ce que tu pourras trouver. Ses finances, ses contrats, ses relations. Et il me faut un bon détective privé, le meilleur que tu connaisses. Ma voix était calme, mes mains avaient cessé de trembler. Quelque chose s'était brisé en moi, mais au lieu de ressentir de la douleur, je n'éprouvais qu'une clarté glaciale. Il pensait que je n'avais rien compris, que j'allais tout avaler, que je resterais ce même ami et mari crédule. Mais il se trompait lourdement. Le jeu venait tout juste de commencer, et cette fois-ci, c'était moi, qui dictais les règles. Durant les 3 mois qui ont suivi, j'ai été le mari et l'ami parfait. Je souriais à Marine au petit déjeuner, je la serrais dans mes bras avant de dormir, et je faisais comme si de rien n'était. Elle s'est détendue, persuadée que je n'avais rien remarqué, ou que j'avais pardonné. Ces échanges de messages avec André devenaient de plus en plus impudents. Je le savais pertinemment, car j'avais installé une application espionne sur son téléphone, dès le lendemain de la fête. Cette nuit-là, je n'avais pas fermé l'œil. Allongé à côté d'elle, j'écoutais sa respiration régulière, tout en échafaudant mon plan. Au matin, lorsqu'elle est partie prendre sa douche, j'ai pris son téléphone. Je connaissais le code de déverrouillage, la date de naissance de notre fils. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il me viendrait à l'esprit de vérifier. En un quart d'heure, j'ai installé le logiciel de surveillance à distance, masqué son icône, et reposé l'appareil. Une action simple, discrète, et fatale. Les premiers messages que j'ai lus, la nuit suivante, assis dans mon bureau avec un verre de whisky, ont complètement calciné ce qu'il restait de sentiments en moi. Il n'a rien compris, écrivait Marine. Tu aurais dû voir sa tête, répondait André. Il restait là, à sourire comme un imbécile. Je t'avais bien dit que c'était un lâche. Ensuite, suivaient des plans de rendez-vous, des mots d'amour, et des détails intimes de leur rencontre. Il s'est avéré que cela durait depuis 6 mois. 6 mois entiers, pendant lesquels je travaillais dur, je bâtissais ma carrière,
et je subvenais aux besoins de ma famille, pendant qu'il se moquait de moi, dans mon dos. Je n'ai pas jeté le téléphone contre le mur. Je ne suis pas allé la réveiller, pour déclencher un scandale. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran, de chaque message, de chaque photo, de la moindre preuve. J'ai créé un dossier crypté sur le cloud, et j'y ai tout sauvegardé, méthodiquement. Les émotions sont un luxe inutile. La vengeance exige un calcul d'une froideur absolue. Le matin venu, j'ai embrassé Marine comme d'habitude. Je lui ai préparé son café, et lui ai demandé quel était son programme de la journée. Elle m'a répondu, avec un grand sourire, qu'elle allait rentrer tard, à cause d'une formation, pour les nouveaux employés. Je savais que c'était un mensonge. À 18 heures précises, selon les données de son téléphone, elle se trouvait à l'hôtel Renaissance, dans la chambre 412. J'ai soigneusement sauvegardé cette information supplémentaire. Avec André, nous avons continué à nous voir. C'était sans doute l'épreuve la plus difficile, être assis en face de lui, dans un bar, écouter ses blagues, rire avec lui, et faire semblant qu'il était toujours mon meilleur ami. Les premières fois, j'avais un mal fou, à me retenir de lui sauter à la gorge. Mais petit à petit, je suis passé maître, dans cet art de la dissimulation. Enfiler ce masque devenait de plus en plus facile. J'étais devenu un véritable acteur dans ma propre vie. « Comment ça va, à la maison ?» demandait-il avec un petit sourire en coin, tout en buvant sa bière. « Parfaitement bien », répondais-je, en le fixant droit dans les yeux. « Marine est heureuse. Nous sommes très heureux. » Il hochait la tête, ravi de lui-même, intimement convaincu de m'avoir totalement berné. Parfois, il se permettait même de me donner des conseils conjugaux. « Il faut accorder plus d'attention aux femmes, mon frère. Elles y sont très sensibles. » J'approuvais sagement, tout en enregistrant notre conversation, grâce à un dictaphone caché dans ma poche. On ne sait jamais ce qui peut servir. En parallèle, je collaborais avec le détective privé, un ancien policier que mon avocat m'avait recommandé. Hugo était un vrai professionnel, un homme d'âge mûr, à l'apparence si banale que personne ne le remarquait, mais qui, lui, voyait absolument tout. Il filait Marine et André, notait chaque rencontre, prenait des photos accablantes. Ma collection s'est enrichie, de clichés les montrant en train de s'embrasser devant l'hôtel, de dîner en tête-à-tête, dans des restaurants chics en banlieue, ou de se promener main dans la main. Chaque nouvelle preuve venait grossir le dossier. Mais cette vengeance personnelle n'était qu'une infime partie de mon plan. Le véritable coup de grâce, je le préparais contre André, et contre ses affaires. Je connaissais son entreprise, bien mieux que quiconque. Nous étions, après tout, partenaires sur plusieurs projets. Il me confiait ses documents financiers, et discutait avec moi de schémas d'optimisation fiscale, qui flirtaient dangereusement avec les limites de la légalité. Je l'aidais de mes conseils, je lui ouvrais mon carnet d'adresses, et je lui fournissais des recommandations. À présent, tout cet arsenal se retournait contre lui. J'ai découvert qu'André avait contracté d'énormes crédits pour développer sa société, en m'utilisant comme garant, et comme caution morale, auprès des banques. Ma réputation, dans le monde des affaires, était irréprochable. J'avais passé 20 ans, à la bâtir brique par brique, avec acharnement. Les banques me faisaient une confiance aveugle. André en avait largement profité, mais il y avait dans ses dossiers, des magouilles dont j'ignorais l'existence. Il avait gonflé les chiffres de son entreprise, fourni de fausses garanties, et dissimulé d'importantes dettes. J'ai embauché un auditeur financier. Discrètement, en passant par des intermédiaires. Cet homme a fouillé dans les bilans, pendant un mois entier, et il a trouvé exactement ce que je cherchais. Un système de détournement de fonds, via des comptes offshore, des contrats fictifs, et des dépenses artificiellement gonflées. André ne trompait pas seulement les banques, il escroquait aussi ses propres investisseurs. Il était en train de construire une pyramide de Ponzi, qui ne tenait debout que grâce à ma réputation et à l'argent des autres. Le moindre faux pas, et tout s'effondrerait. Je me suis également souvenu de certains documents que j'avais partagés avec lui, 2 ans auparavant. À l'époque, je travaillais comme consultant pour une grande multinationale, et, par pure amitié, j'avais montré à André des rapports internes concernant de futurs appels d'offres. C'était une information strictement confidentielle,
qu'il a ensuite utilisé pour remporter 3 gros contrats, d'une valeur totale de 8 millions d'euros. À l'époque, je croyais sincèrement aider un ami. Maintenant, je réalisais avec effroi, c'était un crime. Délit d'initié, corruption, violation totale de l'éthique de l'entreprise. Et toutes les pistes menaient directement à lui. J'ai rassemblé les preuves, avec minutie et patience, les copies des courriels où il discutait de l'utilisation de mes informations, les enregistrements audio où il se vantait de son ingéniosité, et les relevés de virements bancaires, qui correspondaient étrangement aux dates de nos entrevues. Tous emboîtés pour former un tableau parfait de fraude à grande échelle. À la maison, je continuais de jouer le rôle du mari aimant. J'apportais des fleurs à Marine, sans aucune occasion particulière. Je lui cuisinais son plat préféré, tous les vendredis soirs. Nous allions au théâtre, nous sortions avec nos amis, et nous discutions joyeusement de nos projets pour les vacances d'été. Elle s'épanouissait sous mon attention, fermement convaincue que notre vie avait repris son cours normal. La nuit, quand elle tombait de sommeil, je lisais ses échanges avec André sur ma tablette. Il est devenu tellement prévenant, écrivait-elle, exactement comme au début. Il faut croire qu'il n'a vraiment rien remarqué. Tant mieux pour nous, répondait André. 2 mois plus tard, Marine m'a annoncé qu'elle ne se sentait pas très bien. Nausées matinales, fatigue, retard. J'ai insisté pour qu'elle fasse un test, et il s'est révélé positif. Elle pleurait de joie en m'enlaçant, me disant que c'était un véritable miracle, et qu'elle rêvait depuis si longtemps d'avoir un deuxième enfant. Je la serrais dans mes bras, en gardant le silence. Un rapide calcul mental m'a permis de comprendre que la conception avait eu lieu, précisément durant la période de leurs rencontres les plus intenses. Dès le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat, et j'ai lancé la procédure pour transférer la totalité de nos actifs communs dans un fonds de placement fermé, au nom de notre fils, Maxime. L'appartement familial, la maison de campagne, les comptes d'investissement, les actions, absolument tout ce que nous avions accumulé en 10 ans de mariage. Légalement, c'était inattaquable. Il s'agissait de garantir l'avenir financier de l'enfant. Mais dans les faits, je coupais purement et simplement l'herbe sous le pied de Marine. Après le divorce, elle ne toucherait plus un seul centime. Parallèlement, j'ai commandé un test ADN. Pas une démarche officielle à l'hôpital, mais une analyse privée, via un laboratoire discret, recommandé par le détective. Il me fallait des échantillons biologiques. J'ai attendu un soir, où Marine a bu un verre de vin. J'y avais discrètement ajouté un léger somnifère, acheté en pharmacie sans ordonnance. Quelques gouttes seulement, suffisaient pour provoquer un sommeil profond. J'ai prélevé un échantillon de salive, à l'intérieur de sa joue, à l'aide d'un coton-tige stérile. Elle n'a même pas bougé un cil. Le résultat est tombé, une semaine plus tard. Probabilité de paternité, 0%. Cet enfant n'était pas de moi. J'étais assis dans ma voiture, sur le parking d'un centre commercial, les yeux fixés sur ce bout de papier. Et la seule émotion qui m'a traversé, ce fut un immense soulagement. Désormais, il n'y avait plus le moindre doute, plus la moindre once de pitié, plus la plus petite hésitation. Toutes les pièces étaient en place sur l'échiquier, et tous les documents accablants étaient rassemblés. Il ne me restait plus qu'à attendre le moment opportun pour porter les stockades. Et je savais très bien quand ce moment arriverait. Exactement 1 an, jour pour jour, après cette fameuse soirée, où tout avait basculé. Symbolique, juste, et totalement destructeur. J'ai frappé avec force, le jour exact du premier anniversaire de cette fête. Au petit matin, André a découvert que ses comptes bancaires étaient gelés, que ses bureaux étaient placés sous scellés par le fisc, et que des enquêteurs frappaient à sa porte. Les documents explosifs, que j'avais transmis de manière anonyme au procureur de la République, ont déclenché l'ouverture immédiate d'une vaste enquête pour fraude. Ces investisseurs ont déposé plainte en urgence, et ses partenaires l'ont abandonné en un clin d'œil. Les banques ont exigé le remboursement immédiat des prêts, ceux-là même pour lesquels je m'étais porté garant. Mais de brillants avocats m'avaient déjà sorti d'affaire, en prouvant sans conteste qu'ils m'avaient trompé sur toute la ligne. Je me suis réveillé à 6 heures du matin, comme à mon habitude. Je me suis préparé un café, je me suis assis près de la fenêtre, et j'ai allumé mon téléphone. Les notifications ont commencé à affluer, les unes après les autres.
D'abord un message d'Hugo, mon détective, c'est parti. Les enquêteurs sont devant son bureau. Puis, un texto de l'avocat, l'administration fiscale a bien reçu notre dossier. Ils agissent vite. Je buvais mon café très lentement, savourant pleinement chaque gorgée. Une année entière de préparation minutieuse, des mois de patience infinie. Et voilà, le début de la fin était là. Vers 8 heures, le téléphone d'André devait probablement exploser sous les appels. Je l'imaginais courir dans tous les sens, dans son appartement, cherchant désespérément à comprendre ce qui lui arrivait. Son chef comptable l'appelle, complètement paniqué, les comptes de la société sont bloqués. Son avocat lui annonce que les impôts perquisitionnent ses locaux pour des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. La banque le somme de rembourser sur le champ un crédit de 3 millions d'euros. Ce fameux crédit où j'apparaissais comme garant, mais dont mon avocat m'avait juridiquement désolidarisé, la semaine précédente, preuve à l'appui qu'André avait menti à la banque et dissimulé sa situation financière désastreuse. Mais ce n'était là que la toute première vague. À l'heure du déjeuner, le plus gros investisseur de sa société, Victor Delorme, un homme doté d'une réputation de fer et de relations très haut placées, a reçu une enveloppe anonyme. À l'intérieur, se trouvaient les preuves indiscutables, démontrant comment André falsifiait les bilans, en gonflant les bénéfices de l'entreprise de 40%. Comment il détournait l'argent des investisseurs, via des sociétés écrans basées à l'étranger. Et comment il utilisait ses fonds d'investissement, pour ses caprices personnels, l'appartement de sa maîtresse, un yacht de luxe, des voitures de sport. Monsieur Delorme n'est pas le genre d'homme à pardonner ce type d'affront. Le soir même, il déposait plainte au civil, pour exiger 5 millions d'euros de dommages et intérêts, faisant geler par ses puissants réseaux, le peu d'actifs qu'il restait à André. Un second paquet est arrivé, au siège de la grande corporation pour laquelle je travaillais. Il contenait l'ensemble des preuves, montrant comment André avait exploité les informations secrètes, que je lui avais montrées en toute amitié. Les courriels discutant du délit d'initié, les enregistrements audio, ainsi que les dates et les montants exacts des marchés, qu'il avait décrochés grâce à ses fuites. La sécurité interne d'une telle entreprise ne plaisante jamais avec ça. Ils ont immédiatement transmis le dossier aux autorités judiciaires et ont lancé leur propre enquête interne. André risquait désormais de très lourdes peines de prison pour délits financiers majeurs. Je ne lui laissais pas une seconde de répit. Chaque heure qui passait lui infligeait un nouveau coup destructeur. Ses partenaires commerciaux ont reçu des copies des documents, prouvant qu'ils les escroquaient eux aussi, ils minimisaient leur part de bénéfices, cachaient les véritables recettes, et s'octroyaient des primes colossales en secret. Ils ont rompu leur contrat de manière unilatérale, et ont lancé des poursuites judiciaires. Les fournisseurs de l'entreprise, alertés de la catastrophe, ont soudainement exigé des paiements d'avance, pour des marchandises qu'ils livraient autrefois à crédit. Son empire commercial s'écroulait, comme un vulgaire château de cartes. En fin de journée, Hugo m'a envoyé un dernier message. André avait tenté de retirer de l'argent liquide, en utilisant un prête-nom. Échec total. La banque avait bloqué l'opération, sur ordre du juge d'instruction. André était désormais coupé de tout, de son argent, de ses biens matériels, et de tout ce qu'il avait bâti, sur des années de mensonges et de trahison. Marine, quant à elle, a reçu les papiers du divorce, ce même jour. J'avais exigé une livraison par coursier, directement à son bureau, pour qu'elle les reçoive en plein travail, devant tous ses collègues. Je voulais qu'elle ressente, ne serait-ce qu'une infime fraction, de l'humiliation que j'avais subie, lors de cette maudite soirée. Le colis contenait des copies imprimées, de toutes ses conversations téléphoniques avec André, sur les 9 derniers mois. Chaque message compromettant, chaque photo intime, chaque déclaration d'amour, les dates et les adresses précises de leurs rendez-vous clandestins, les factures des chambres d'hôtel, et des clichés, où on les voyait s'embrasser passionnément, près de la voiture d'André. Et pour finir, les résultats du test ADN, un document officiel, certifié conforme, totalement accablant. Probabilité de paternité, 0%. Le bébé qu'elle portait en elle, n'était absolument pas de moi. Elle m'a appelé à peine 20 minutes plus tard. J'ai vu son nom s'afficher sur l'écran, mais je n'ai pas décroché. Puis une deuxième fois, et encore 8 autres appels en absence. Ensuite, les SMS ont commencé à pleuvoir, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas du tout ce que tu crois,
je t'en supplie, nous pouvons tout arranger. Je les lisais sans la moindre émotion, comme on lit un bulletin météo sans intérêt. Des mots, désormais vides de tout sens. Le soir venu, elle est rentrée à la maison. Je l'attendais, assis dans le salon, avec un verre de whisky à la main. Son visage était gonflé par les larmes, et son maquillage coulait sur ses joues. Elle est tombée à genoux devant moi, et a agrippé mes mains avec désespoir. « Pardonne-moi, je t'en supplie, sanglotait-elle. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était une erreur, une terrible erreur. Je t'aime. Je n'ai jamais aimé que toi. » Je la regardais, et je ne voyais plus qu'une étrangère. La femme avec qui j'avais partagé 10 ans de ma vie, avec qui j'avais eu un enfant, avec qui j'avais bâti tant de projets d'avenir, cette femme-là avait cessé d'exister, lors de cette soirée d'anniversaire. Devant moi, il n'y avait plus qu'une inconnue, qui m'avait menti effrontément, droit dans les yeux, pendant 9 longs mois. « Lève-toi, lui ai-je ordonné, d'une voix calme. Ne t'humilie pas. Ça ne sert plus à rien. Je vais le quitter, hurlait-elle. Je ne le reverrai plus jamais, je te le jure. On va tout recommencer à zéro. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu portes son enfant, ai-je rétorqué froidement, en prenant une gorgée de whisky. Nous n'avons plus rien à recommencer. Je lui ai tendu le dossier, préparé par mon avocat. Les conditions du divorce étaient extrêmement simples, et d'une cruauté absolue. Elle partait, sans rien du tout. La totalité de notre patrimoine commun avait été transférée dans le fonds fiduciaire, au nom exclusif de notre fils. Ses accès à nos comptes bancaires étaient déjà révoqués. L'appartement, la maison, les voitures, les placements financiers, tout me revenait de droit. Elle ne récupérerait que ses affaires personnelles, en échange de son silence complet. Si tu signes ce document de ton plein gré, cette affaire restera entre nous, lui ai-je expliqué, sur un ton très posé. Mais si tu refuses, je rendrai toutes ces preuves publiques. Tes parents sauront tout, nos amis sauront tout, tes collègues de travail sauront tout. Tout le monde verra les messages, les photos, l'ensemble des preuves de ton infidélité. À toi de choisir. Elle a fixé les documents, les mains tremblantes, et j'ai vu la fierté et la terreur se livrer un combat acharné en elle. C'est la terreur qui l'a emportée. Elle a signé les papiers, d'une main hésitante, en étalant ses larmes sur les pages, mais elle a signé. J'ai rangé précieusement le dossier dans ma mallette, et je lui ai indiqué la porte du Menton. Tu as 3 jours pour faire tes valises et récupérer tes affaires. Tu laisseras tes clés sur la table du salon. Une fois la porte refermée derrière elle, j'ai sorti mon téléphone. 12 appels en absence, de la part d'André. Et une série interminable de messages, alternant entre menaces et supplications désespérées, tu m'as piégé. C'est toi, n'est-ce pas? Oui, c'est toi. Je sais ce que tu as fait, je t'en conjure, arrête tout ça. Je vais tout perdre. J'ai des enfants à nourrir. J'ai composé son numéro. Il a décroché, dès la première sonnerie. Espèce de salaud, a-t-il hurlé, la voix brisée. Tu avais tout planifié depuis le début. Il y a 1 an, tu as embrassé ma femme, devant tout le monde, sur cette scène, lui ai-je répondu, d'une voix glaciale. Tu t'en souviens? Tu voulais montrer à l'Assemblée qu'elle t'appartenait. Je suis resté là, je t'ai souri, et tu as vraiment cru que tu avais gagné la partie. Tu pensais que j'étais un faible, qui allait tout accepter en silence. Écoute-moi, on peut trouver un arrangement. Sa voix déraillait, sous l'effet de la panique. Je te rendrai l'argent. Je ne m'approcherai plus jamais de Marine. N'importe quoi, je ferai n'importe quoi, mais je t'en supplie, arrête ce massacre. J'ai attendu, pendant 1 année entière, ai-je continué, ignorant totalement ses supplications. Chaque jour, je t'ai souri. J'ai bu des bières avec toi, j'ai écouté tes précieux conseils sur le mariage, et chaque jour, j'ai posé, une à une, les briques de ta destruction. Tu sais ce qui est le plus amusant dans cette histoire? C'est que tu m'as aidé à te détruire, par chacune de tes paroles, par chaque document que tu m'as confié, et par chacune de tes erreurs. Tu as détruit ma vie, a-t-il crié en pleurs. J'ai absolument tout perdu, mon entreprise, mon argent, ma réputation. C'est parfait, ai-je répondu froidement. Maintenant,
tu sais exactement ce que ça fait. Et prépare-toi. Le procès va être très long. Les juges d'instruction ont énormément de questions à te poser. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Je suis resté assis là, dans le silence de cet appartement désert, à regarder les lumières de la ville, briller par la fenêtre. La vengeance était accomplie. Totale, méthodique, absolument dévastatrice. Ils avaient tout perdu, tout comme moi, j'avais perdu ma foi, ma confiance en l'autre, et mon amour, autrefois. Mais je ne ressentais aucun sentiment de victoire. Je n'éprouvais qu'un grand vide. Ce même vide abyssal, qu'ils avaient creusé en moi, cette nuit-là. Et c'est là que j'ai compris que la véritable vengeance ne consiste pas seulement à anéantir son ennemi. Elle consiste à l'obliger à vivre avec les conséquences de ses actes, chaque jour et chaque heure de sa vie, en sachant pertinemment qu'il a bâti sa propre prison de ses propres mains. Moi, je me suis contenté de fermer la porte à double tour.